Eh bien, moi, de mon côté, troisième stade du jour, je vais proposer 57. 57, c'est le pourcentage de paniers assistés de Paul George. Puisqu'on est quand même obligé de parler de Paul George. Hein. On fait un bilan 2024. Il n'est pas encore au Sixers. Enfin, si, il y est maintenant, mais non, on parle du bilan. Et donc, 57% de paniers assistés, qu'est-ce que ça veut dire? 57% de ces paniers étaient consécutifs à une passe décisive. Donc, a priori, créé par autrui. C'est un peu comme ça que ça marche généralement, même s'il y a toujours des imprécisions de calcul, vous le savez. Mais voilà, grosso modo 57. L'an dernier, on était à 42. Donc pour vous dire, l'an dernier, à peine 42% de ces paniers étaient assistés. Cette année, 57, c'est un bond qui est assez phénoménal. Et c'est pour dire, hein, ça le fait passer. Donc l'an dernier, il était au niveau de mecs comme Jamal Murray, Tyrese Maxey ou Devin Booker. Voilà, 42%, on est à peu près dans cette zone-là, hein, de créateurs en termes de auto-créé versus assisté. Et 57%, c'est plutôt la zone de, bon, Joel Embiid, mais parce que c'est à l'intérieur, donc il y a aussi plus de catch and finish, évidemment. Mais Adebayo, Malik Monk, Jaren Jackson, voilà, on est quand même sur un jump assez phénoménal, et ça faisait quelques saisons qu'il était autour des 40% de paniers assistés, comme, voilà, un peu à la Booker, quoi, un peu ce côté profil assez équilibré, assez poulet blanc, qui peut beaucoup créer, mais qui est aussi un peu assisté. Et là, cette année, on n'a pas eu un peu assisté, on a eu beaucoup assisté. Et comme dit, c'est un jump assez phénoménal, qui, je pense, est dû aussi à la présence et l'ajout de James Harden, hein, forcément. Quand dans la hiérarchie, t'es numéro 2, avec beaucoup de création, et que d'un coup Harden arrive pour tenir la balle, et c'est lui qui est le passeur pendant que toi tu fais des sorties d'écran, c'est quand même plus simple. Hein, donc, bon, c'est pas aussi caricatural que c'est devenu Duncan Robinson, évidemment, mais voilà, l'ajout d'Harden a fait qu'on a eu un profil plus assisté. Et après, la question que j'ai, moi, c'est est-ce que ça en fait forcément un joueur moins bon, le fait qu'il ait moins de création? Je serais assez curieux de voir ta réponse, mais tu vois, moi, pour le coup, cette année, on a eu du coup un Paul George qui a été très efficace, plus 6% d'efficacité par rapport à la moyenne, son plus haut score depuis la saison 2017. À l'époque, il était encore aux Pacers, alors que, tu vois, l'an dernier, avec plus de création qui était voulue par lui et qui était plus de tirs qui étaient créés par lui, on était à peine au plus 1% d'efficacité par rapport à la moyenne, ce qui, voilà, c'est pas mal, c'est dans la moyenne, on va dire, alors que plus 6, c'est quand même assez costaud, quoi, pour le coup. Donc on a ce bond d'efficacité, et en un sens, moi j'aime beaucoup Paul George depuis ses débuts. Je trouve qu'il n'a jamais vraiment été chapeau en termes de manipulation de défense, passing de haut niveau, etc. Donc finalement, tu vois, le voir être toujours avec un gros volume, beaucoup de ballons, beaucoup de tirs, mais aussi replacé dans des tirs peut-être parfois un peu plus faciles, qui vont aussi exploiter son shooting d'élite, hein, parce que c'est encore 41% à 3 points depuis qu'il est arrivé aux Clippers. On n'a que des saisons à 41% quasiment, à part une fois à 37, mais 41, 41, 37, 41% sur les vraies saisons où il a fait beaucoup de matchs. Mais voilà, je trouve que c'est aussi une utilisation assez intelligente de son profil, où on lui demande moins la création pure, et un Harden plus meneur de jeu dans l'âme va apporter la balle et va lui faire des systèmes pour lui. En fait, ça permet aussi d'avoir un joueur qui est défensivement, pour moi, est toujours aussi étincelant, et qui en attaque est plus efficace. Donc est-ce que vraiment c'est une moins bonne version parce qu'il se crée moins son tir, il a moins de fade-away constant? Non, c'est toute la problématique du joueur qu'est Paul George, c'est-à-dire que c'est pas vraiment une première option, c'est une deuxième, c'est au mieux une deuxième option entre guillemets, mais quand tu vois, comme tu l'as dit, les saisons où il est en tant que deuxième porteur de balle, voire même premier porteur de balle, parce qu'encore une fois, Kawhi est pas un joueur qui porte énormément la balle. Je pense que sur le taux d'usage de la saison passée, même par match, les deux doivent être assez proches au total, et je pense même que Paul George doit pas être loin de la première place. Mais oui, comme tu l'as dit, c'est une évolution, il a plus été finisseur que vraiment créateur de son propre tir cette saison, et du coup ça influe grandement sur le jump d'efficacité qu'il a eu. Je pense que la saison 2021-2022, justement, il y a que 31% de ses paniers qui sont assistés. Pourquoi? Parce que c'est la saison où Kawhi Leonard c'est la saison post-blessure de Kawhi Leonard, donc la saison blanche, où il est le principal initiateur de l'attaque, donc il est obligé de tout créer. Deuxième saison, c'est le retour de Kawhi Leonard, mais sans réellement de guard play. Donc c'est toujours lui qui a un petit peu aux responsabilités à la création, qu'elle soit individuelle ou qu'elle soit collective. Et là, comme tu l'as dit, cette saison t'amène vraiment du gros guard play avec la présence de James Harden. Donc forcément, un peu plus finisseur, il revient un peu plus dans ce rôle de joueur off-ball qu'il a pu être par le passé. Mais au final, ce qui est intéressant de constater, c'est de voir quelles sont les zones où son jump de pourcentage de panier assisté est le plus important. Et si on regarde par exemple entre la 2021-2022 et la 2023-2024,
il passe de 18% de panier assisté au cercle à 61% de panier assisté. C'est un jump qui est énorme. Et là, du coup, beaucoup plus dans ce rôle de finisseur que vraiment de je pose le dribble, je vais driver, je vais essayer de finir au panier. Donc oui, c'est un choix de toute façon, que ce soit pour Kawhi ou que ce soit pour Paul George. Si on regarde leur ratio assist par usage, donc le pourcentage de passes décisives divisé par ton ratio, eh ben il a baissé, que ce soit pour Paul George ou que ce soit pour Kawhi. Donc c'était une intégration logique de James Harden. Après, est-ce que ça en fait un joueur meilleur? Je sais pas. C'est libre à chacun de juger. Je pense que c'est deux joueurs différents, mais qui ont peut-être contribué à faire que, malgré l'âge, cette décharge un petit peu de responsabilité offensive de Paul George a amené à plus d'efficacité, surtout à un joueur tout aussi bon défensivement, parce que, comme tu l'as dit, il est pas le joueur le plus flashy, c'est pas celui qui va systématiquement défendre le porteur de balle adverse. Par contre, off-ball, il est toujours d'excellente facture. Après, moi, je sais que je penche toujours du côté... Enfin, je penche souvent du côté, plus le joueur est efficace, mieux c'est, quoi. Mais c'est à contrebalancer avec... peut-être certains diront... Bah oui, mais ce qui a aussi de la valeur, c'est de la création pure. Donc, un mec qui est aussi relégué à plus d'assistanat, entre guillemets, en termes de panier, ça a aussi un peu moins de valeur, forcément, que le mec qui va prendre de l'isolation, faire de la création pure, faire ce qui est le plus dur au basket. Donc, je peux comprendre aussi. Après, j'aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup cette version parce que, comme dit, on est vraiment sur un shooter d'élite. Hein. Je pense qu'on s'en rend pas trop compte, malheureusement. Enfin, je sais pas si on s'en rend compte, mais voilà, plus de 40% depuis quelques années, sachant que c'est quand même un bon shooter de base, Paul George, et que avec les années, on le sait, le shoot a tendance à venir de plus en plus, sans aller à l'exemple de Jason Kidd, hein, comme on fait à chaque fois, où il arrive en NBA, il a pas de shoot, et puis à la fin, il finit troisième meilleur shooter de l'histoire de la ligue en termes de volume total. Mais voilà, le jump shot, c'est mémoire gestuelle, donc ça a tendance aussi à s'affiner de plus en plus avec les années, surtout comme on a un Paul George qui part d'assez haut. L'exemple de Paul George montre ça. L'exemple aussi de Kawhi Leonard, avec un shot making aussi, pareil, qui arrête pas de progresser, on va en parler, je pense. Mais voilà, moi j'aime bien ça, et puis je pense aussi que là où je suis sans doute en décalage avec beaucoup, c'est la défense. Pour moi, on a toujours, même en 2024, encore un des tout meilleurs défenseurs de NBA. Alors, face à l'homme, ok, peut-être plus aussi élite que ça a pu être avant, parce qu'il y a forcément un peu de perte de mobilité, navigation d'écran, etc. Où, voilà, vous prenez la version d'il y a 10 ans, c'est un phénomène. Hein. Le mec, en playoff 2013, il se tape LeBron James, mais donc, il se tape aussi de faire des sorties d'écran et Kyle Korver. Voilà. Il se tape aussi Carmelo Anthony. Il fait à peu près tous les profils possibles imaginables. Donc, ok, c'était une anomalie. Mais donc, on-ball, peut-être un peu moins bon, logiquement. Mais par contre, dans l'intelligence et le volume off-ball, ça reste un des meilleurs ailiers défensifs de NBA pour moi. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner côté Sixers. Mais on sort un peu du bilan. Mais voilà pour cette saison de Paul George qui, je pense, peut-être laissera un goût un peu amer pour certains fans. Peut-être parce que individuellement c'est pas aussi bon qu'attendu, peut-être que parce qu'il n'y a pas eu le titre au bout, peut-être les blessures, je sais pas, mais voilà, je pense qu'on a quand même affaire à un joueur assez intéressant et qui, comme dit, cette année il a été replacé dans un autre rôle, un rôle différent mais tout de même assez intéressant, je pense. Ouais, je sais pas trop. Enfin, j'ai lu un petit peu les avis de la fanbase un peu US des Clippers sur le départ de Paul George. Il y a beaucoup moins de regrets, je trouve, que ce que j'aurais pu avoir. Je trouve que s'il y a des fans des Clippers qui nous écoutent, vous pouvez vous manifester dans les commentaires sur YouTube, par exemple. Comme ça c'est bien pour le référencement du Basket Club, ça aide bien les commentaires. Mais un petit peu sur ce départ de Paul George, où j'ai vu que la communauté US des Clippers n'était pas la plus fan de Paul George, où ça peut lui reprocher parfois un petit peu le dilettantisme, on va dire, ou un gap un peu élevé dans ses performances, et souvent au sein d'un même match. Donc voilà, les fans des Clippers ont vu plus de matchs des Clippers que moi, donc je me fie un petit peu de leur avis. Mais lors de son départ, j'ai vu certains fans qui, forcément c'est une déception de perdre Paul George contre rien, mais qui n'étaient pas non plus si frustrés que ça du départ. Donc à voir ce que ça va donner du côté des Clippers, mais voilà, c'était un petit peu pour pondérer de ce côté-là. Ouais. Non mais après, on va pas faire un podcast d'1 heure là-dessus, sur le trade, etc. Mais c'est vrai que moi, je suis un peu surpris. Je suis un peu surpris qu'ils aient pas voulu mettre cette année supplémentaire qui était voulue par Paul George, parce que certes, ça aurait été embêtant la 4e année du contrat max qui est réclamé. Ok, ça aurait fait cher dans 4 ans, mais l'année 1, 2, voire 3, ça aurait valu le coup, parce que
t'aurais Paul George, quoi. Et là, c'est vrai que tu veux pas, pour ne pas payer trop en 4e année ou 3e année, bah tu payes pas du tout dès l'an prochain, en 25 et 26, et donc tu l'as pas du tout, quoi. Donc c'est un peu, je suis assez étonné de tout ça, en fait. Hein. J'ai l'impression qu'à chaque stat, on y revient un peu, mais ce côté, bah, Kawhi, il a été prolongé et Paul George non. Est-ce que ça a créé des perturbations dans le vestiaire? Est-ce que le cas Paul George, c'est pas ça qui a, enfin bref, je sais pas trop. Je suis un peu déçu que ça se finisse comme ça, finalement, parce qu'en plus, bon bref, on en reparlera. Mais voilà, un peu étonné en tout cas de ce départ, un peu étonné. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.